Alors du coup, le prochain article, CloakQuest, un outil qui nous permet d'aller utiliser les méthodes dont on a évoqué, enfin qu'on a évoqué un petit peu plus tôt, à savoir vérifier des DOM, vérifier des anciens certificats, vérifier des leaks d'IP, vérifier l'historique qu'un même hostname ou certificat a pu avoir par le passé, et via ces choses-là, essayer de révéler la véritable identité du site web. Donc c'est du bypass de Cloudflare, de la même manière que fonctionnait avant. Je me suis vraiment paumé dans mes articles, c'est terrible. De la même manière que fonctionnait Cloudflare, AIR, et les deux sont vraiment tip-top pour avoir des chances de choper l'IP sous-jacente et derrière faire soit attaquer depuis les workers ou attaquer depuis Internet suivant le niveau de restriction. Et s'il y a le mot binaire qui fait qu'il y a 0 ingress, vous êtes niqué, peu importe ce que vous voulez. Mais en tout cas, j'ai fait des petits tests. Des fois, il est faux positif. Globalement, ça vaut le coup de lancer les deux. C'est pas un overlap total. Il y a des petites trouvailles sympathiques. Un article de Digital Ocean donc fait par Imperva, donc un WAF qui attaque un cloud provider, ou en tout cas qui trouve des failles au passage. Et là où c'est plutôt sympathique, c'est que ils expliquent qu'ils ont fait une revue du Airback. Le Airback, je peux pas zoomer l'image, super. Le Airback est constitué de ça. 3 rôles avec 3 types de ressources avec 3 rôles ayant ou non des accès. Et ils ont réussi à se craquer. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que je ferais mieux, n'empêche que 3 rôles et se craquer, c'est un peu triste pour faire du granulaire. Et là, le problème en question, c'est que le rôle biller, donc en gros côté facturation, était censé avoir accès aux facturations de billing, sauf que biller pouvait déployer du compute qui sera cher. Donc voilà, il y a vraiment un souci au niveau de la gestion du temps. Je sais même plus si c'était une race. Il y a moyen de, un peu comme un bug ou autre qu'on a vu il y a pas si longtemps que ça, faire en sorte de tège ou exclure la personne et se rendre compte que, ah mince, elle est toujours présente et en plus, elle a le droit de faire des choses qu'on t'ait bloquées. Donc concrètement, bonne réponse Digital Ocean. Ils ont fait un gros rework pour vérifier un peu comment étaient gérés les rôles. Donc là, il y avait juste le scope qui était dans l'URL qui pouvait être changé à l'autant de time, donc à la fois un rôle pouvait permettre de faire autre chose, à la fois on pouvait avoir une certaine flexibilité sur en tant que qui on est vu dans l'interface et même disparaître des interfaces, ce qui est un peu embêtant. Donc c'est assez rare de voir des deep dives comme ça sur des endpoints API de cloud public, parce que ça vaut cher, donc soit c'est utilisé par des acteurs, soit c'est patché très vite. Petit write-up sympa, pas ultra technique, mais juste c'est clairement le genre de bug qu'on pourrait trouver, je pense, en bug bounty si on pensait à les chercher. L'article qui a été traité par notre copain Norage, que j'ai trouvé très chouette. Vraiment, on a fait la même chaîne de réaction, à savoir trop cool, une RCE dans la conf SSH. Let's go. On regarde un peu. Ah bah super, c'est un match and replace dans la config SSH. Donc en fait, pour être vuln, ok, faire un git clone en récursif ou autrement pour que le premier puisse écrire un fichier et faire un match and replace sur la conf du deuxième. Ok, ça marche, on arrive à avoir ce genre de config. Parce qu'on spécifie dans un Git, on peut spécifier où sera récupéré le prochain, et donc on peut avoir cette espèce de format string bug. Là où c'est... du coup, on se dit, ouais, c'est quand même super dépendant d'avoir une config comme ça. Et donc, du coup, bon, c'est une belle faille, c'est une belle injection de commande, unlikely d'être exploité. Vous savez dans quoi on retrouve très 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 souvent ce genre de config? Bon, Pentium, je suis sûr que tu en as parce que tu fais plein de trucs custom... Linux et infra en général, mais un cas d'usage vraiment très répandu, autre que le git submodule, mais un truc qui nous force à avoir un %h, presque à tous les coups. %h, ça me rappelle Samba. Un peu. Ouais. Bah, dans pour moi, c'est certaines déclarations. Ok, bah là c'est juste du match and replace pour le host, le port et sinon Apache, dans les comptes d'Apache. C'est pas... Je voulais plutôt Sur un dire... bastion. Exactement. Dans... Je n'ai pas eu le temps de finir la phrase. Un bastion. Quelqu'un qui voudrait faire un bastion avec un système de jump qui voudrait automatiser sa config SSH en fonction de liste. SSH, ouais. Dans un bastion Zero Trust, SSH... un bastion Cloudflare a besoin de ça. Et du coup, quand tu veux mieux te protéger, tu t'exposes à une espèce de second order injection de commandes. C'est pas de chance. Fiche-toi. Donc voilà, je pense que ils l'ont mis, je sais plus ce qu'ils lui ont donné comme criticité. NVD. 6.5 médium. Ouais, c'est pas déconnant.
Soit déconnant. C'est Parce très qu'à rigolo. Ouais. à la fois tu peux avoir de l'impact, à la fois il y a des conditions, mais c'est des conditions quand même assez wide. Quoi, la petite trouvaille sympathique. Enchaîne sur un article de... je sais toujours, je vais pas le dire, je suis désolé. De toute façon, vous l'aurez en stream d'ici quelques temps, puisqu'il va venir nous parler de prompt engineering, d'IA et de LangChain, principalement, et plus si affinité. Sauf qu'il ne fait pas que ça, le monsieur. Il s'est aussi amusé à trouver un petit boîtier et à faire un Evil M Core 2, un M5 Core. Et donc, en gros, il a pris un petit boîtier et il a plein de features pour s'amuser, parce qu'il avait beaucoup trop de temps libre. Et parmi ces features... Cute. Non, attendez, c'est là. Wi-Fi Network Scanning, Network Cloning, Captive Portal, Credentialing. Plein de trucs qui sont assez classiques qu'on pourrait faire avec, je sais pas, sûrement du Pineapple, qu'on pourrait faire avec un PC Linux et une carte custom. Mais le fait d'avoir ce petit device tout chou, avec un écran un peu plus gros quand même que celui du flipper, c'est plutôt sympa. Et là où du coup, autant l'article et l'outil et le POC sont sympas, ça force à toucher à des technos un petit peu low level quand même, bah du coup ça m'a fait découvrir le device. Il existe, le Core 2, qui est une petite boîte à tout faire avec 15 000 boutons, enfin avec 3 boutons, mais 15 000 capteurs, 15 000 LED, machin. Et bah ça a l'air tellement fully featured pour faire des conneries. Et ça coûte relativement, mais vraiment, ça a l'air full feature pour faire des conneries. C'est la boîte à malice le truc. T'as un petit, enfin juste ça a l'air ludique. C'est le mot, ludique. Il y a plein de couleurs, t'as envie de jouer avec, de faire des trucs. Et ça coûte que dalle. Ça me fait très plaisir que tu parles de ce projet-là. Pas de la boîte, hein. C'est que j'ai un mec qui a joué au Flag for All, qui est venu me voir en privé en me disant ouais, excuse-moi, est-ce que je peux mettre en avant mon projet? Et c'est pile poil ce projet-là. Attends, c'est le device ou c'est le M... Non, le Evil M5 Core 2. Ton étudiant is... Ouais, c'est lui. Il m'a demandé, en tant que joueur de Flag for All, en privé, ouais, est-ce que je peux diffuser ça sur le général de Flag for All? Je fais, ben vas-y, fais-toi plaisir, mon gars. Carrément. Et là, paf, et j'avoue, je viens de mettre sur Flag for All, on parle de toi sur le live de la Lucas. Ah bah ça fait toujours plaisir. À la télé, maman. Maman, je passe à la télé. Non, mais de toute façon, ça fait d'autant plus plaisir de mettre des projets qui sont un peu stylés en avant. Et vous allez voir, on a un peu freiné sur les articles d'IA parce qu'on a un paquet et qu'on n'a pas envie de faire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas envie de faire que ça. Il y a un moment, c'est intéressant, et voilà. Mais il y a quand même un petit dossier vraiment spécifique incoming, donc on vous en dira des nouvelles sous peu moyennant quelques semaines ou mois. Voilà, on enchaîne. Donc, vous ne faites pas, il reste un dernier bulk d'articles. On a quand même encore une petite demi-heure, je pense. Constantify de GR Security qui on propose des trucs sympas. Concrètement, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils proposent des patchs, des kernels hardenés, et ce depuis, il me semble, j'avais lu 19 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Du genre, bonjour, nous dans le game, on fait ça, relève hier. Et ben forcément c'est plus dans celle-là. En gros, sur plusieurs années, ils ont vraiment étalé leur spécificité sur le kernel pour faire du hardening, des patchs, de la minimisation de surface d'attaque et des optis au compile time qui permettent d'être safe++. Et en gros, ils parlent d'un heap overflow qui avait été présenté côté Project Zero, les copains de Google. Et ce qui est expliqué, c'est que super, l'exploit il est compliqué, mais il marche. Mais si tu rajoutes ces deux petits flags des familles, ainsi que un système d'adressage ici pour qu'on puisse savoir que même si ça bouge, on calcule les offsets, et ben ce changement mineur permet largement de patcher la faille et de rendre le truc suffisamment aléatoire pour que l'exploitabilité derrière soit très longue. Ça ne change pas grand-chose en termes d'impact de patch, c'est juste la manière dont ça va être compilé. Donc la sémantique derrière est la même, c'est juste le layout mémoire qui change. Et avoir ce genre de patch qui puisse s'appliquer sur quasiment toutes les structures à la volée, au compile time, idéalement avec un overhead pas trop haut, mais ça, faut espérer. Je trouve ça chouette, qu'il y a quand même une boîte, je veux dire, c'est une entreprise. Tu te dis download, dans ton basket, dans ton panier d'achat, tu peux avoir juste des patchs kernel. C'est marrant. Voilà, des trucs pour désactiver certaines parties, des trucs pour enable ou pour harden d'autres, le tout signé, daté. Je pense qu'en termes de stabilité, ils doivent être assez solides. Et Airbag Illustration Utility. Voilà, ils font pas l'outil de hardening blue finalement. J'ai pas creusé assez,
mais le concept d'entreprise me fait délirer. Voilà. À base de grosses défenses en plus, côté plugin, côté airbag, côté corruption, file system hardening, et voilà. Donc non, c'était pas un placement de produit, juste, ça m'amuse qu'il y ait ça, je trouve ça cool. Scare, on continue sur le low level. Clairement, il n'a pas l'air d'avoir eu énormément de contributeurs, mais je trouve le projet très chouette. Parce qu'on peut faire pour du binaire, pour faire de l'assembleur, pour s'entraîner. Il y a plein de trucs en ligne, mais qui sont un peu boîte noire, on ne sait pas trop comment ça marche. On peut faire du capstone, on peut faire tout un tas de systèmes d'émulation, ou même faire un programme, le compiler, sortir le shellcode, passer ça dans GDB, voir comment ça marche. Mais là, ils ont fait un petit REPL, dont je perds l'acronyme à chaque fois. Read, eval, prompt, je sais pas quoi, Vince, non ok. Lecture, évaluation, print impression. Loop. Ouais. Read, eval, print loop. J'étais presque. Et du coup, l'idée, le petit read, eval, print loop, c'est que, comme ils le montrent dans leur démo, bah, vous pouvez dire Scare, lance-toi, load ce petit ASM, commence à l'exécuter, et on peut demander d'afficher les registres, des choses comme ça. C'est à mon sens, le projet est très jeune, très frais. C'est vraiment un petit projet tout gentil pour l'instant. C'est pas de l'émulation vénère, mais est suffisamment à taille humaine, contrairement aux gros bousins qui font du low level, pour qu'on puisse vouloir commencer à l'utiliser pour scripter, pour tester les programmes, des petits shellcodes. Je pense que pour faire ses premiers pas, c'est tip top, et il y a moyen de l'améliorer. Petit projet cute, quoi. Fait des choses. Et ça permet bien sûr d'exporter l'ASM pour le compiler directement en binaire. Donc c'est facile, c'est pratique. Par contre, c'était hardcore, ils utilisent SH comme shell. Je n'ai pas le choix technique. Je pense honnêtement que... Parce que le $Python 3, ça... Non, mais je pense que le code a été paste dans un truc de visualisation. Non, t'as raison. Ça transpire le hardcore. Mais non, mais c'est bizarre parce que c'est bord de fenêtre, on dirait un peu du macOS. Oui, mais c'est pas du carbone. Bah non, c'est pas du carbone, mais c'est pas du macOS, c'est sûrement du Linux du coup. Ouais, mais il est en SH le gars. Ouais. Ou en KSH peut-être. Honnêtement, vu la fonte, il est carrément dans un TTY, je sais pas ce qu'il fait. Il est hardcore le gars. Je sais pas. Mais je respecte énormément, au contraire, c'est là, je suis tout petit, je suis à chier. C'est... Pour ceux qu'on arrête de... il aime avoir mal aux yeux. Alors, contributor, qu'est-ce que ça lit? Ok, donc NetSpooky qui a fait la blinde de code. Est-ce que c'est hardcore? Bah bien sûr, Toho en profil picture, c'est clairement hardcore. J'avais... Ok, oui, bon, c'est bon. 17K, Binary Golf. No.lol. J'ai pas envie de cliquer sur son lien, no.lol. Shouldai. Oh, le ban instantané de Twitch. Je connais pas. Bah non plus. Je sais pas. Clique pas. Mais dans le doute. Attendez. Open link. Ah, j'ai pas collé. Si copy link adresse. Je prends une autre fenêtre. Attention. Il fait peur ce no.lol. Is it OK? It is totally OK. Vous avez raison, c'est complètement hardcore. C'est complètement hardcore. Ok. C'est complètement. Ça va être sale. Wow, des shellcode. Let's go. Oh putain. Elle part sur... C'est vraiment juste un petit recueil de poètes finalement. Oh la vache. Et ça marche sur Lynx, ça. J'adore tomber sur ce genre de pépites. Ça sur Lynx, dans le shell, je suis sûr le mec il surfe même pas avec Chrome, il surfe avec Lynx direct dans le shell. C'est possible. Voilà. C'est la was unexpected. Là on atteint. Alors attends, en vrai déjà je vais le rajouter dans la techno parce que celui-là il faut le récup. Hop. Il faut analyser là. Pépite. Ok. Très bien, on va écouter plus ce qu'il dit, ça a l'air très chouette. Hop. On enchaîne sur un pawn de Confluence parce que c'est une histoire où je pense que vous allez être beaucoup à pouvoir relate. Quelqu'un qui s'est dit super, il y a une faille, super, c'est des technos qui m'intéressent, j'ai commencé à faire un diff, et en fait plus il creuse, plus il fait le diff, des fichiers qui ont l'air d'être liés à cette faille, et perd du temps, oui mais il y a telle condition, oui mais avec le code que j'ai c'est pas possible de la changer cette condition,
Et après 2 jours de perdu, il a dit bon ben, je vais regarder les fichiers autour. Et là, en 2 heures, il est tombé sur le truc qui lui manquait, qui permettait de faire un petit changement de conditions toute gentille. Comme d'hab, c'est Java, donc il faut penser réflexivité à balle. Faut penser make JDBC attacks great again. Et en l'occurrence, il a trouvé un système de pattern un peu particulier pour aller avec donc l'action OK. Voilà, en gros, faire une modification d'objet et d'attribut de l'objet pour aller changer le flag et derrière reloader une DB qui, elle, a la vocation aura du JDBC qui, lui, est vulnérable à quelque chose. C'est clairement de la faille à tiroir, mais ça marche. Ça marche, il donne le exploit, il explique un petit peu le pourquoi du comment. Et non, je ne sais même pas s'il donne le exploit final. Donc il explique le système de payload shenanigans un peu pour aller faire modifier les arguments back. Et bien sûr, troll, mais troll plaisant. Il y a des tests proposés au lecteur qui voudraient essayer de comprendre un peu ce que lui a compris et aller plus loin. Ou en tout cas aller aussi loin que lui en refaisant le trouver tel bypass et expliquer comment telle action, tel check peut être modifié. Donc il faut voir ça vraiment comme du petit challenge RootMe ou équivalent. Vous savez qu'il y a une faille, vous savez qu'il n'y aura pas de point ni leaderboard, mais c'est clairement un exercice qualitatif, je pense. C'est cool pour s'entraîner à reproduire un petit peu les CVE. Ouais. Ça te fait des mini-étapes avant d'arriver au exploit final. Yup. Hop, je reprends la fin, parce que je m'étais clairement perdu. This time of the year, on a dit, avec un bel accent franglais. Il y a à nouveau Portswigger qui nous sort le concours. C'est un concours, c'est juste un système de vote. C'est voilà, le poll de quels sont les articles les plus marquants, ceux qui vous ont le plus régalé de 2023. Et ce coup-ci, la liste est encore plus longue que les années précédentes. Mais je pense que ça n'ira qu'en s'accroissant. Mais coup de chance, grâce au stream où il y en a quand même un bon paquet qui sont déjà couverts. Je pense qu'on a couvert un tiers au long de l'année. Peut-être je ferai des stats pour voir à quel point on a pu être pertinent dans nos tests. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller piocher ceux qui ont pu vous manquer. N'hésitez pas à aller voter pour ceux que vous connaissez déjà. Il y en a plein qui sont très chouettes, incluant de gens qui sont passés en stream. Donc allez les soutenir. Ou d'autres, hein. Si vous les aimez pas, c'est ok aussi. Je pense que celui-là, c'est pour toi, celui-ci. C'est pour moi, ouais. C'est les bonnes pratiques pour écrire des bons rapports de pen test. C'est vraiment un article que je conseillerais à tout le monde, qui va revenir sur la structure d'une fiche de vulnérabilité, quels sont les éléments à intégrer, les remédiations par exemple, le système de scoring, comment bien décrire sa vulnérabilité, mettre du code qui est copié-collable et pas une photo, parce que sinon c'est infâme, mais ne pas oublier de mettre quand même une image avec une légende, tout un tas de tips hyper importants, vraiment, pour faire son rapport. Je peux te glisser un anti-tips, juste au vol, sur mettez du texte et pas des images. J'ai déjà eu un rapport de pentest à faire, long time ago, sur un site qui était protégé par un firewall, mais un WAF vraiment, vraiment vénère. Du coup, je ne pouvais pas. J'ai trouvé des bugs dans le site, mais pas dans le site où je devais écrire mon rapport. Et du coup, je pouvais pas coller mes snippets de code. Oh. Du coup, on m'a demandé explicitement de faire une image avec mes payloads pour les coller. Sauf que les payloads, il y avait des bypass un peu relous, il y avait des scripts de LPE avec, je sais pas, 3-4 étapes, où tu te dis, mais le recheck, il n'y aura pas de recheck. C'est juste non. Bon, c'était pas celui-là, mais ça aurait pu être le cas. Imagine, tu as une XSS qui passe juste en brainfuck pour avoir en JSfuck pour avoir le bypass des caractères qui t'intéressent. Ça avait aucun sens. Voilà. Ça aurait pu être un régal pour eux. Là, je te coupe. Je crois que la musique en background a dû s'arrêter pour les gens. Tout à fait. Bien vu. J'allais l'écrire dans le chat. C'est parce que je n'ai pas encore mis la petite extension YouTube non-pause, un truc comme ça. Il faut que je me le note. YouTube Premium, je paye, je mets ma carte bancaire. Oui, celui-là, évidemment. Et sinon, pour revenir sur l'article, à la fin, il intègre des recommandations sur comment bien écrire.
Typiquement, écrire à la forme passive, plutôt que de mettre des I have found the vulnerability, on tourne en forme passive et on met SQL injection was identified, des choses comme ça. Et quelque chose de très important aussi, pas de secret en clair, parce qu'on sait jamais où le rapport de pentest va être distribué. Je dis de pentest, mais ça peut être un rapport de tout et n'importe quoi lié à la technique. Yup. C'est quoi les pires trucs que t'aies pu voir en termes de rédaction? Pire truc? Ouais, vraiment les trucs où tu vois et tu te dis ah. Ouais, j'ai pas trop ce genre de problème en vrai. Je vois que des beaux rapports. Que des beaux rapports. Que des beaux rapports. Les bisounours sont avec nous. Je vois pas passer de trucs dégueulasses. Ah bah tant mieux, tant mieux. Moi perso j'ai déjà vu passer certains trucs où je me dis, tu vois le truc passé, je dis ça c'est faux ou abus de langage ou mal analysé, mais ça arrive, hein, on a tous écrit des bêtises à un moment tôt dans notre vie, on va dire. Mais il y a une fois quand même j'ai fait un DA parce que quelqu'un a mis des slides sur mon ordinateur et a oublié que les slides on pouvait bouger les carrés. Voilà. Petit domaine admin non solide. Ouais, oui. Ceux qui étaient là se souviennent. D'accord. Très oui, très donc chouette. voilà, ne pas mettre les secrets en clair. Voilà, et ne pas mettre les noms dans le chat, merci. On peut rigoler, mais pas clasher non plus. Est-ce que c'est bon pour cet article? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin sur les key takeovers, les trucs qui sont vraiment à garder en tête J'ai résumé globalement, mais j'invite tout le monde à le lire. Ça prend 5-10 minutes et on est sûr d'apprendre un truc à améliorer dans ces slides rapports. Nice. Mettez du Zaizem, faites un peu de gender neutral. Celui-là, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit on va causer, on va faire du drama. J'ai pas dit ça. On va débattre. On t'a dit c'est plus sujet à débat que les autres, du coup on va pouvoir papoter. Ouais, voilà. Le but c'était vraiment, j'ai vu passer ça sur mon flux Twitter. C'est quelqu'un qui a analysé le flux réseau chez lui. Et ça, c'est le flux de sa machine à laver qui utilisait 4 gigas de réseau, je crois, par jour, quelque chose comme ça. C'est par jour ou par heure? Je pense que c'est par jour. Par jour. Et j'aime bien le 3.6 qui est la limite quasi... je pense que c'est quasiment 3.6.6 du FAT32. C'est vraiment ta machine à laver qui mange une clé USB par jour. Ouais, c'est ça. Une vieille petite. Maintenant que ce thread a commencé à exploser... Il doit laver son linge sale en famille alors. Parce que là... Yes. Alors les DLC ça troll avec les downloadable life cycles, enfin, le laundry cycles. Tesla, no washing machine. Ok, donc il y a vraiment des cycles téléchargeables et modifiés. Bon, les gens disaient aussi que potentiellement il s'était fait compromettre et que ça minait du bitcoin. Might. Par contre ça c'est excellent ça. Il a fait son rant sur Twitter, il y a eu assez de likes, du coup ils ont patché ça et ils ont coupé. Mais du coup... Ah non, ils ont pas patché, hein. C'est juste qu'il a bloqué le device sur son routeur. Bah, attends, for the looking for an update... Ah, update. Non, data usage has dropped since I post this and... Ah oui, t'as raison. Ah bah ouais, bravo, bah non, super, il y a le usage has dropped depuis que j'ai bloqué le device. Oui, d'une certaine manière, ça fonctionne. Captain Godunov. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire cette device à 3 gigabits seconde Il y a quelqu'un qui disait que potentiellement elle téléchargeait une update et que l'update était un peu foireuse et donc elle l'a téléchargeait en boucle. Ou que la carte qui recevait l'update n'avait pas le bon CRC, donc... Ouais. Ah ouais, l'idée est pas bête. Mais ça reste débile. Ou alors, il avait une latence inexistante, vraiment très faible. Du coup, c'est juste le... Tu sais, il y avait pas... C'est un while true. Sa while true demande des mises à jour. Et il était là en mode... Avec les requêtes. Et du coup, c'est parti en couille. En fait, c'est un redneck. Ah. Ce genre de propos, très bien. C'est vrai, très facile, gratuit. Mais ah la vache. Mais non, impressionnant quand même du trafic... Fait divers, un professeur porte des propos
peu respectable publiquement. Oh, ça va. Alors, Outprotect, celui-là, je pense que c'est le tien à nouveau. Ouais, c'est quasiment que les miens, je crois que ce qui reste. Non, il me reste 3 à la fin. Ouais, c'est ça, 3 et 3. Donc là, ça parle d'Evil Jinx, donc qui est une sorte de framework pour faire plus ou moins du phishing, mais un peu avancé pour capturer de la MFA. L'outil est génial. Et là, le gars s'est dit, mais j'ai pas envie d'être topé quand on le met directement exposé sur Internet. Comment est-ce qu'on peut faire? Et il s'est dit qu'il allait passer par Cloudflare, globalement. Donc son infrastructure de phishing est protégée par Cloudflare. Et il va activer 2-3 petites features, dont l'antibot de Cloudflare pour bloquer les robots style Google. Comme ça, il n'est pas indexé. Il va mettre le bot fight mode qui en gros va nous faire un captcha pour les gens qui vont passer. Sauf pendant le temps de sa campagne. Comme ça, il n'est pas embêté. Et le under attack mode qui est une sorte d'activation de Cloudflare en fonction d'un niveau de sévérité, donc il peut le mettre en mode paranoïaque pendant un temps. Personne ne peut y accéder, mais il est quand même là. Et l'ouvrir à tout le monde au moment de sa campagne de phishing. Enfin, vraiment, c'est super bien fait, c'est utiliser un outil défensif pour se cacher. J'ai adoré. Un autre truc qui est sympa, c'est que Cloudflare, tu peux quasiment tout configurer en CDKTF ou en Terraform pur. Hein. Et du coup, tu peux vraiment te faire ton infra qui va se clog on boot et être caché dès que tu la déploies. Et d'ailleurs, juste ton petit truc à changer. Et dans son infrastructure, il utilise un deuxième serveur qui met en frontal. Et il file un petit tips qui est vous faites une balise méta en HTML avec une redirection au bout de X secondes d'attente. Je crois que c'est 2 secondes. Et ça va planter les bots parce qu'ils vont pas tous réussir à passer cette redirection-là. Et c'est pas considéré comme une redirection en JavaScript ou comme une redirection HTTP 300 quelque chose. J'ai trouvé ça vachement bien. Et le dernier tip, c'est vous faites de l'obfuscation HTML. Voilà. À quel point ça se fait encore d'avoir un gros switch, genre faire du cloud fronting, où tu as ton site qui vient et qui va juste faire proxy transparent vers un site classique, genre un mirror officiel de, je sais pas, un Reddit. Et juste au moment où tu as réussi à cibler sur un critère spécifique ta victime, genre une IP qui vient d'un range, d'un pays en particulier, là tu mets autre chose. Je sais pas si ça se fait encore beaucoup. Ouais. Ça se fait, c'est pas mal, non? Ça t'évite de te faire scanner ton infra. Petit problème du genre, il y a forcément des gens qui vont se tromper, mettre les creds, et après on va te dire pourquoi est-ce que toi t'as attaqué le site tiers qui n'a rien à voir. On n'a pas de licence pour usurper une identité, quoi. Tu crées un faux site. Site sur une boîte qui n'existe pas. Ouais, mais du coup, pourquoi pointer sur celui-là plutôt que de le servir direct? Ouais. Si, ce soit un peu plus Au moins, tu sers un site à la con, et toi, tu fais un passe-plat pour ton phishing derrière. Après, si tu fais attention au copyright et que tu commences à faire du phishing, t'es un petit peu embêté, quoi. Il va pas falloir utiliser des ressources, des icônes et des images. Et puis quoi, quand on va payer un designer pour les sites de Red Team, pour les faux sites. Alors, on enchaîne avec du coup ce que je racontais tout à l'heure, Elastic EDR, et là ils ont fait un article pour vraiment expliquer toute leur démarche de pourquoi ils l'ont mis en pseudo open source. D'ailleurs, toutes leurs règles de détection sont en open source et ça c'est génial. J'invite tout le monde à regarder, surtout pour savoir comment est-ce qu'ils se sont fait détecter. Et pour reproduire dans un lab de manière sympathique le déploiement de cet EDR qui est assez simple à déployer, mais il y a quand même une stack ELK. Donc c'est un petit peu chiant, parce qu'il faut configurer TLS entre les différents modules, il y a pas mal de fichiers de conf à gérer. Ils ont tout mis dans un Docker. Docker Compose Up en modifiant un fichier d'environnement, et c'est bon, on a le DR qui est prêt. Excellent. Pour faire du test. Ce qui est génial, c'est que dans le point env, tu peux juste modifier, je crois que c'est un paramètre, ça doit être le paramètre licence. Tu le passes de basique à full ou de trial à basique. Et tu as la version platine pendant 30 jours.
avec toute leur détection avancée, la détection de shellcode en mémoire, la protection anti-ransomware. Ok, t'as un gros trial all included de Lux V2 avec ça. Un gros trial que tu peux relancer autant de fois que tu veux, parce que c'est un Docker Compose. Donc au final, tu te clean et tu le relances. Et c'est vraiment fait pour les chercheurs en sécurité. Ok. Et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Ça va augmenter la maturité de plein de petits projets et bien casser les pieds à ceux qui démarrent dans des labs d'Active Directory. Tu t'aurais pas vu une super conf de Ryan pour les tips de Ra et avoir du coup toutes les astuces de DR gratuits, lifetime Peut-être. Peut-être. Il paraît qu'elle va bientôt sortir sur YouTube, je crois. Ouais, pareil. Le monteur, il prend un temps, frère, si tu savais. Ah, il est pas assez payé. Il est pas payé, c'est moi. Ok, bon, intéressant, Stop Destroy Clear, tout ça, super. Getting Started. Ah oui, ils ont vraiment fait un guide. Ils ont pas fait un petit guide. Ils ont fait un guide avec plein de screenshots. Ouais, le dernier screenshot est génial. C'est la visu que tu vois quand il y a une détection et tu vois tout l'arborescence. T'es pas dessus. Excuse-moi, je baissais un peu la musique qui s'est enjaillée d'un coup. Pas de soucis. Non, le dernier, faut descendre. Yep. Et tu vas avoir vraiment l'arborescence de la détection. Et tu peux cliquer, bien évidemment, sur ces différents carrés. Attends. Et en cliquant, tu peux... Mais moi, je peux pas cliquer là. D'accord que c'est... C'est une vache. Mais ouais, je veux les features. Et si tu cliques par exemple sur Network, tu vas voir passer les requêtes réseau qui ont été détectées. Là, typiquement, c'était un PowerShell qui spawnait eicar.exe ou quelque chose comme ça, et ça allait le chercher sur secure.eicar.org. C'est vraiment génial pour faire un petit peu de détection, un petit peu de routine. Ah, attends, ça a chopé un fichier eicar, pas juste la chaîne de caractères, vraiment un fichier qui contient... Genre, il y avait un FTP ou un HTTP sur ce site-là. Pour la démo, donc je pense que ça doit être juste la chaîne de caractères qui a dû être récupérée, mais via une requête sur eicar.org. Yup. Excellent. Grand d'abord, oui, il y aura bien simple. Tous les liens dans la description des replays, comme d'habitude. Tout est dumpé, histoire que ça serve justement de point d'entrée. Excuse-moi, je t'ai recoupé. Non, c'est bon, je viens de finir sur cet article. D'accord. Mais ouais, ça peut être sympa, parce que clairement, c'est rare de... Enfin, c'est rare. C'est appréciable, quand t'as des installs avec 25 clics, de trouver un vrai guide entier pas à pas des fois, parce que tu vas faire les 24 bons clics, et il va te manquer la petite option dans un coin qui fait que, en fait, ça va pas vouloir... Donc des fois, avoir juste un truc vraiment exhaustif comme ça, c'est quand même sympa. Même si c'est très long. Le niveau de détection, il est vraiment bon. Je l'ai mis une fois en mode parano, je me suis cassé les dents longtemps pour le contourner. Et pour ceux qui veulent voir des exemples de contournement et de détection, je vous renvoie sur les articles qu'on a traités précédemment de Soka. Nice. Je profite juste, il y a Grand Daor, j'ai du mal avec ce pseudo, je suis désolé, qui dit pour lire LinkedIn, est-ce qu'il faut pas être premium? Est-ce que connaissez-vous Bypass Paywall Clean? Voilà, c'est une petite extension de type unofficial sur GitHub, donc nous ne faisons bien évidemment pas la promotion, mais en tout cas ça existe. Voilà. Évidemment. Qu'est-ce que c'est? Oh my god, CI/CD. C'est des attaques sur la CI/CD GitLab, donc que tu peux avoir sur ton réseau local, puisque tu peux auto-héberger ton GitLab. Et l'article traite de plusieurs types d'attaques. Donc la première est assez simple, c'est une fois que tu compromets le runner ou que tu as accès au runner parce qu'il est disponible à toute personne qui a un repository, tu vas aller chercher les variables d'environnement, tu vas aller chercher les secrets sur la machine. Donc ça on connaît, c'est old school mais ça marche toujours très bien. Et ensuite, ils vont sur des choses un peu plus pointues. Pour l'instant, le cas que tu as proposé, on est d'accord que c'est un employé, c'est internal threat. Ouais. C'est quelqu'un qui a déjà un accès, parce qu'il y a toute une partie maintenant, par exemple dans les actions GitHub ou même dans la CI GitLab, où on peut voir les résultats de scripts d'exécution en public. Ça existe. Et du coup, il peut y avoir des codes mots de passe, il peut y avoir des leaks par là. Et
Honnêtement, c'est un truc qui m'angoisse, hein, vraiment, vu le nombre de supply chain qui essaient de jouer franc jeu, être open source, mais montrent les résultats d'exécution des workers. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines de ce côté-là. Totalement. Totalement, sachant qu'en plus, c'est pas parce que il te faut un compte, mais parfois tu peux juste faire register sur le GitLab. Et puis parfois, il y a un bypass de Zero Day qui sort. Et... Enfin, il y a une Zero Day qui sort et tu peux liker. Ouais, ça. Dump étoile. Hein. Ça, c'est la faute de la Zero Day, c'est pas la faute de la configuration. C'est ça. Et du coup, ils vont sur quoi de chouette? Et donc, ils vont te parler de scénarios assez sympathiques où en gros, tu te connectes. Tu te rends compte que tous les employés peuvent faire tourner des scripts sur des runners qui sont des runners partagés. Donc en fonction du type de runner partagé, parfois tu es dans un Docker, donc tu te dis bah, c'est bon, c'est traché à la fin, il n'y a pas de souci, je suis propre. Parfois c'est directement sur un serveur qui a été provisionné pour se connecter au GitLab, récupérer ses tâches et les exécuter. Et souvent dans le cas. Ce cas-là, on va dans les dossiers temporaires, on récupère des fichiers, on peut backdoorer les prochains runs, par exemple. Les artefacts de build. Tout ça. Les creds, le réseau interne. La CI étant DevOps, donc Ditplachu a souvent des droits méandriques. Parfois, il y a plusieurs types d'infrastructures qui sont liés dans les runners. Tu vas avoir un runner Windows, un runner Linux, un runner Docker, ce qui te permet de poncer plusieurs serveurs en même temps. Très bien, on aime. Yep. Donc ouais, c'était plus une petite piqûre de rappel. Faites attention aux instances partagées. GitLab c'est très bien, c'est un super outil. La CI/CD c'est très bien, mais parfois la configuration fait très mal. Et la dernière partie, c'est quelque chose qui m'a interpellé, que j'ai pas encore vraiment eu le temps de regarder. C'est une sorte d'exploit dans un Docker in Docker. Où globalement il dit si vous faites votre... c'est tout à la fin. Hein. Ok, Shared Instance Runner, ok, c'est ce qu'on avait. Ce qui montre du coup le système de tag que tu peux mettre pour te faire placer sur une machine ou une autre. Ouais, et parfois tu peux dire tel runner s'exécute sur tous les jobs qui sont non tagués. Donc dans ce cas-là, tu n'as même pas besoin de connaître les tags. Oui, mais tu peux de toute façon dans GitLab lister les shared runners et du coup essayer de mettre un job par tag et du coup avoir encore plus de reach. Je pense même que tu peux mettre tous les tags à la suite dans le même fichier global. Est-ce que ça n'a pas trigger dans le premier worker ou dans tous les workers? Bon, en tout cas, il faut trouver la syntaxe adéquate pour que ça tourne partout. Quoi. Là, c'est un simple reverse shell, quelque chose de très simple, très connu. Ça part sur le worker, on indexe le worker. En fonction de si on est sur un Docker ou pas, on est parfois directement en route. Ok, donc étude de la surface d'attaque, ok. Proxnet, root, mounts, ok, donc il regarde vraiment tout ce qui est en commun entre le host et lui. Il nous dit que si on est dans un Docker in Docker, tu as juste à monter /dev/dm quelque chose. DM0 ? Ouais, DM0. Et je connaissais pas du tout. Je connais pas du tout, mais de toute façon, Docker in Docker part du principe que t'as... Enfin, c'est un Docker qui lance des Dockers, pas un Docker dans un Docker à proprement parler. Je sais pas. Je sais pas, je suis tombé sur ça, j'ai pas eu le temps de le creuser. J'ai trouvé ça vachement fascinant. Et comme tu aimes bien aussi creuser sur les Docker in Docker, je me suis dit que j'allais voir avec toi. Manque de bol. Bon, comment ça manque de bol? Ah oui, d'accord. Déjà, si c'est un Docker in Docker, si c'est un Docker in Docker, dans l'absolu, on a potentiellement l'accès au socket Docker. Waouh! Tu viens de ruiner je viens la vie de 20 personnes. En même temps, désolé. T'inquiète ça. Si c'est un Docker in Docker, en plus de son dev machin truc, on doit... Alors non, ça serait dans le premier Docker qui aurait le Docker socket. Pour que le Docker puisse lancer un Docker, il faut Docker socket dans le premier. Parce que sinon, on ne peut pas. Ouais, mais peut-être que là, du coup, il va déjà remonter sur tous les autres Docker. Tu me titilles. C'est quoi le dev, tu disais? /dev DM0. Attends, mais... Alors, j'avais DM0. Ouais. Ah, Pathium, tu mutes. DM0, alors. Pathium. Ah, Mister. Ton micro sature. Si tu me refais ça, faut que tu te mutes, sinon tu vas vraiment faire du dégât.
Désolé. Les DM0, alors là, ça va dépendre en fait c'est les déclarations de disque. Ça va mieux là, le micro? Oui, oui. J'ai juste à pas tousser. Si je tousse, je mute. Donc les DM0, DM1, DM2, DM machin, c'est les disques durs, c'est la vraie empreinte des disques en fait. Quand tu fais du LVM par exemple, ton LVM, c'est un lien symbolique vers un DM quelque chose. Donc les montages de volume Docker peuvent potentiellement au sein d'un conteneur être un DM quelque chose. Mais du coup... Et pas forcément là c'est une misconfig. Du coup, un Docker n'implique pas forcément qu'on ait le DM0 exposé comme ça. C'est ça. Ok. Pour moi, le /dev d'un conteneur, il est vide, quoi. Mais là, je vais lancer un conteneur qui a le droit de lancer des conteneurs et je vais regarder. Je vais aller sur certaines shell root.me où on a le droit d'installer Docker dans Docker et on va regarder ce qui se passe. Fais comme bon te semble. Mais sinon, tu peux rester avec nous et puis on peut creuser pour la prochaine. Mais je pense honnêtement, c'est généreux. Généreux, les viewers te remercieront. Tu verras au record. Et puis, on dirait vraiment le même. Achou, bref. Quelques liens pour terminer. Non, vas-y, je te laisse le dernier tien. Et ensuite, on va conclure sous peu quand même. Alors, lui, il est long. Il est super long, je vais essayer de le résumer. Est-ce que tu veux qu'on le traite une prochaine si vraiment il en vaut la peine ou ça se fait de le résumer? Ça se résume. Allez. Ça se résume. C'est quelqu'un qui s'est dit qu'il allait taper sur mon navigateur préféré, qui est Opera. Et en gros, il a trouvé des vulnérabilités en rapport avec la barre d'URL. Parce qu'il s'est dit que c'était trop compliqué de chercher à faire des bypass dans tous les sens. Donc on va regarder la barre d'URL. Il a regardé ça sur la partie Android et sur différentes versions de Opera, parce qu'on a Opera Mini, Opera GX, Opera GX Desktop et Opera for Android. Dans le premier, globalement, il y a une intent qui va vous faire ouvrir directement le navigateur. Je l'ai perdu. Si là. T'étais là. T'étais pile dedans. Et dans cette intent, il va ouvrir un data 2. Donc une URL assez classique. Et il se trouve que lorsqu'elle est parsée, est-ce que... Ouais, ça va être un peu compliqué à regarder. Non, là où t'étais, c'était... attends, bouge pas. On a tout ce qu'il faut sous la main. Bam, on veut du quoi? On veut du URL décode. Un truc propre. URL décode, on a une passe. Ça a l'air à peu près décent. C'est pas le bon, lui. Ah, c'est pas le intent que tu voulais? Si, mais c'était pas ce intent là. C'est un intent avant. Celui-là? Non, je vais te l'envoyer dans le... Pas du tout. Sinon, il y en a un autre intent plus bas. Celui-là. Lui. Ouais. Voilà, qui du coup est relativement lisible. Là on voit bien, donc du coup on voit bien le data 2. / et la suite est affichée directement dans la barre d'URL. Donc on pourrait le confondre avec une URL comme étant login.auth.account.opera.com et après la virgule, c'est traité comme le body de la page. Oh what? Ah oui, d'accord, pour faire le forward. Ils ont réinventé Gopher sauf que c'est envoyé au client-side quoi. Ouais. Donc d'une certaine manière. Ouais. Tu peux spawn le navigateur, modifier le contenu d'une page, afficher un contenu d'une page et changer un petit peu l'URL pour tricker l'utilisateur. Mais attends, mais du coup c'était une Universal XSS en fait. Non, si tu peux, si dans data tu peux mettre le hostname de ton choix et qu'après la virgule c'est pas le hostname, c'est qu'un affichage. C'est que à l'affichage. Ouais. T'es toujours dans data, dans une sorte de contexte vide. D'accord, ok. C'est pas un hostname, c'est vraiment le... Mais c'est marrant. Et il a fait pas mal de petites bidouilles comme ça. Mais celle que j'ai bien aimée, c'est la deuxième vulnérabilité. Scroll out mods. Ouais, celle-là. À partir de là? Ouais. En fait, sur Opera GX, tu as des mods. Et des mods, c'est un peu comme des extensions, mais qui n'ont pas de permission. Ok. Donc déjà, là, ça paraît bizarre. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que tu peux installer un mod, mais ça va pas faire de prompt à l'installation pour l'utilisateur. Comment t'installes un mod? Genre juste un one-click? Ouais. En même temps, vu qu'il a pas de privilège en plus.
pense que tu peux juste parcourir une page et ça le fait. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Enfin, si c'est un outil mais qui n'a pas de privilège dans la page en question. Et là, on y arrive. En théorie, ça a pas de privilège, sauf qu'il a trouvé une manière de forcer l'update du mode. Donc par défaut, l'update se fait sans passer par le store. Tu peux juste lui mettre une URL et il va aller chercher ce qu'il y a sur cette URL pour s'auto-update. Jusque-là, on se dit, il n'y a toujours pas de problème de permission. Sauf que si tu le fais update vers une extension, ça marche. Et donc là, il commence à choper quelques permissions, donc des permissions comme injecter du code JavaScript dans les pages. Ouais, là, du coup, c'est violent. Et là, c'est très violent. Et donc lui, ce qu'il fait, c'est un exec chrome.windows create pour créer une fenêtre et afficher du coup une page. Sauf que cette fenêtre qui est créée n'a pas de barre d'URL et donc il vient en recréer une en HTML CSS pour te faire croire que tu es dedans. Alors je pense que c'est pas la manière la plus optimisée pour faire l'exploit. Il a des trucs horribles à faire s'il arrive à ouvrir une page sur ce qu'il veut et surtout qu'il peut injecter du JS arbitraire autre que le JS. T'ouvres une iframe et tu fais en sorte que derrière tu forces le truc quoi. Si c'est du JS arbitraire dans n'importe quel frame, il y a bien un moyen de file read directement. Oui. Moi je pense qu'il s'est pris la tête pour faire une sorte d'affichage de phishing alors qu'il peut très probablement choper des cookies ou des creds à la volée en mettant un keylogger. Eh ben, appel à contribution, envoyez vos meilleurs sites à Swisskey. Faites directement des issues, vous lui envoyez vos liens. Voilà. Mais en tout cas, l'exploitation est sympathique. Ouais, le schéma est sympa, le système de validation puis upgrade en bénéficiant de la prévalidation parce que tu n'avais pas de privilège, elle est chouette. La vulnérabilité numéro 3, très simple à résumer. Globalement. Je suis perdu. Attends, elle commence où? Là. Globalement, quand tu fais une recherche Google dans Opera, il va modifier sa barre d'URL pour mettre la query directement dessus. Jusque-là, on se dit c'est ok, sauf que la regex elle est pourrie. Si tu fais n'importe quel site avec marqué Google dedans, ça marche. Ah, bien. Donc lui, il va faire quelque chose de stupide, c'est qu'il va prendre google.pwr.wtf. Est-ce que tu vois juste là? Ouais, .tld, donc... Son propre TLD, enfin sous-domaine globalement. Et tu peux afficher ce que tu veux dans l'URL. Ah, what? Mais attends, comment il paramètre Q. Parce que Q, c'est le paramètre de query de Google. C'est horrible. En termes de... Mais quoi? Genre... T'imagines les utilisateurs, ils cliquent dessus, ils mettent leur crête instantanément. J'ai du mal à comprendre la partie paramètre Q. Genre, ils ont fait... Opera a implémenté un truc pour les moteurs d'accès, moteurs de recherche principaux. Un truc qui va parser le VHOST MDR et sortir... Oh la vache. Et comme Google, il y a google.co.nz, google.fr, google.com. Ils ont fait un truc un peu agnostique avec google.étoile. Et c'est fini. Genre, mais arrêtez, affichez juste le site en fait. Essayez pas de nettoyer. Oh la vache. Putain, celle-là, elle est rude. Celle-là, ça va que savoir qui a fait la regex. Mais de toute façon, t'es pas censé trust ce que tu vois, t'es censé trust ce que ton password manager lit en tant que vrai URL avec l'API du browser. L'affichage, on le sait que c'est compliqué. Il a vraiment spoofé dans tous les sens. Hein. Ouais, le mec a tout fait. Alors, la 4, 5 et 6, elles sont pas incroyables. La vulnérabilité 7, par contre, est sympa pour terminer. Petit XSS quand même dans le système de jeu. Ouais, mais du coup, tu vois, XSS, déjà, c'est perdu. C'est qu'il y a une vraie vulnérabilité web derrière sur lequel tu as linké, et c'est plus trop le navigateur en lui-même. Mais si ça impacte le navigateur, c'est une vulnérabilité valide. Tout à fait. Mais j'ai pas envie de réexpliquer une XSS. S'il te plaît, Berswhisky. Raconte-nous l'XSS, Berswhisky. Le 6, non, le 7, t'as dit? Putain. 7, ouais. Scroll. Ah, ok. Pour ça, je te dis, il est un peu long. Ouais. Quelque chose qui est très marrant, c'est que lorsque tu déclenches un passage en full screen, tu n'as pas d'alerte. Jusque-là, on se dit, il est ok. Et il a tricoté et il s'est dit qu'en fait, lorsque tu déclenchais un download,
il se passait une bizarrerie avec l'URL, et l'URL était remplacée. Ok. Et donc il force un full screen, et il force un download en arrière-plan d'un truc daubé qui pointe vers Google. En vrai, si tu forces un full screen, tu fais un browser in browser, tu redraws, tu sais de détecter avec le user agent le device et tu redraws une barre au-dessus. Et... Bah oui aussi. Mais pas mal, faut voir. Et normalement, t'as une petite vidéo, je crois, qui dure 30 secondes 10 secondes. Avec un framerate qui sera, j'espère, dégueulasse, pas trop éclaté. Non, ça a l'air d'être ok, écoute. Voilà, et là en fait, t'as cliqué. Alors, je veux bien que tu mettes sur pause vers la fin, parce qu'il y en a un, c'est le vrai, et l'autre, je crois que c'est pas le vrai. Tanit Opera, ok. Et là, en fait, celui de gauche, c'est le faux. Bah, c'est mieux si... Ouais, c'est mieux. C'est un petit peu mieux, sauf qu'on voit pas la barre du RL. Ah oui, d'accord, c'est mieux si on voit pour de vrai. Eh oui, mais bon. Ouais. Ok, bon, super. Pas fouf. Non, on va faire les choses bien. On a dit qu'on faisait de la qualité ou des crashs. Les crashs, on a testé. Et ça paraît quasiment donc on voit pareil, le dub, mais... Pas mal. Après, bon, est-ce que les utilisateurs font vraiment suffisamment attention à ça pour qu'avoir un truc dur à obtenir vaille le coup de se battre pour? En vrai, je pense le coup du full screen, je pourrais me faire avoir. Tu mettrais tes creds si quand tu cliques, ton password manager te propose pas d'auto-compléter le site en particulier? Sur mon téléphone? Ouais. Peut-être. Ah, ok. Eh ben, on va falloir qu'on discute de quelle solution tu utilises après le stream. Enfin, je pense que vraiment, sur une erreur de fatigue, tu peux te faire... Non, mais on peut tous. On peut tous, clairement. Petit coup de pression, tant que c'est bien amené, ça peut passer. Là, on parle de un clic. Un clic, ta page s'affiche. Ouais, mais moi, si je touche le truc et que j'ai pas un petit pop-up pour me dire suggestion d'autocomplétion, c'est que le bon domaine n'a pas été capturé par le logiciel de mot de passe qui lui est bien intégré au système, et du coup c'est non. Hein. Ou à la rigueur, tu prends le site et tu l'ouvres vraiment ailleurs et tu compares. Je sais pas. Pour moi, si ça s'auto-complète pas, déjà, il y a en fait, je suis sauvé par la paresse, tu vois. Je suis sauvé par le ça marche pas, ça aurait dû marcher. Bizarre. Ouais, je comprends. Il y a trop de personnes sauvées par la paresse. On va pas se plaindre. Hein. Du coup, je reprends la main, hein, si t'avais fini pour le tien. Ok. Un retour sur un article qu'on avait déjà couvert sur un heap overflow qui a été présent dans Curl, les cafés et des failles maxi critiques de l'enfer. Ça a été très chouette parce qu'en fait, on l'a couvert en disant ouais, il y a un bug, mais c'est pas si impactful que ça. En fait, c'est bien un bug au système de proxy, mais ce qui est ultra cool, c'est que c'est this guy là, Daniel Stenberg, il nous dit bonjour, je suis un dev de Curl et le bug, en fait, c'est moi. C'est pas genre comment j'ai trouvé un bug dans Curl, c'est comment j'ai introduit sans le vouloir un bug dans Curl. Et c'est ultra rare d'avoir ce genre de point de vue, ce genre de prisme de bah écoutez, je codais, j'ai fait un bug qui a impacté je sais pas combien de personnes, dans un cas un peu particulier, certes, parce que c'est quand il avait une assumption, genre il est parti du principe qu'un truc était vrai, et avec le code qui a évolué, ce n'était plus le cas, et du coup ça a créé le bug, et c'est le genre de choses que n'importe qui peut introduire dans une codebase, parce que c'est les unknown. On sait ce qu'on sait, on sait ce qu'on ignore, on ne peut pas ignorer les trucs qu'on ignore encore plus. On peut pas se rendre compte, très difficilement se rendre compte, enfin, on peut pas en fait se rendre compte de l'étendue de ce qui nous manque, tant qu'on n'a pas commencé à frôler un peu ce qui manque. Et du coup, il explique bien que, pif paf pouf, y a des tailles hard-codées, machin, que quand on fait avec un proxy socks, un système de redirection avec des hostnames plus longs que prévu, de type longueur entre 16 et 64 kilobits, donc des hostnames sacrément longs quand même, il y a moyen d'aller taper un heap overflow et donc sûrement d'aller plus loin. Et voilà, et du coup, il explique que il y a eu un bug bounty, que lui, il s'en veut... Voilà, it burns my soul, it burns my soul. Et du coup, il est grave deg d'avoir laissé passer ce bug-là, que ça ait impacté du monde, que ça ait fait tout un drame, pas un drama, mais que ça ait remué du bruit côté sécu, alors qu'en fait, bon, voilà, on fait tous du code, on fait tous des bugs, happens.
Mais c'est assez sympa d'avoir son point de vue. Et il met un petit coup de tac quand même au passage, assez sympathique. Ouais, curl c'est en C, ou C++, je sais plus, sûrement C. C. Pourquoi ne pas le réécrire? Et du coup, il dit, ouais, super. On pourrait le réécrire, mais il y a juste beaucoup de code. Il y a un projet pour en faire des bouts en Rust, par exemple, qui est memory safe, mais le projet il décolle pas, donc motivez-vous si vous avez envie. Et sinon, c'est tellement de taf qu'en fait, c'est comme beaucoup de choses, quoi, compliqué à amener comme transition. Et moi, je pense souhaitable. Je sais pas si vous avez un avis sur la question. Moi, je trouve ça beau, mais à culpa déjà. Oui, tout à fait. C'est assez rare d'avoir, même dans un sujet différent, mais qui à mes yeux est similaire, une entreprise qui annonce publiquement qu'elle s'est fait poutrer. Ouais. C'est rare. Moi, je sais que je montre aisément le formidable reportage, c'était sur le poutrage de TV5 Monde, où tu as l'ANSSI qui t'explique comment ils sont rentrés, comment ils ont stoppé le truc et tout. Mais c'est une masterclass ce truc. Et je trouve ça tellement bien de faire ça. Elle date maintenant, elle a pas loin de 8 ans, voire plus. Mais c'est tellement bien. Et là, il y a un bug, ouais, c'est moi. Désolé, mais voilà pourquoi. C'est excusable. Et ce que j'adore sur pourquoi tu réécris pas le code, c'est ce que je dis souvent à mes stagiaires quand il y a une commande qui, par exemple, qui indente mal quand tu mets le header ou des trucs comme ça. Et les mecs, ouais, c'est nul, ils l'ont mal indenté. Je fais, c'est open source, vas-y, fais-toi plaisir, recode. C'est ça. Plutôt que cracher sur la soupe en disant, ça nous apporte tellement. Vas-y, viens ça nous apporte aider. Tellement en tant qu'utilité qu'il faut accepter le trade-off. Donc non, c'est propre. Il explique quand même la partie, le fait que Hyper soit en train de replacer des petits bouts de curl pour être un client un peu plus récent, un peu plus novateur. Et qu'actuellement, il y a quand même 41% des failles sur curl qui sont des problèmes qui n'auraient pas eu lieu, enfin qui ont lieu parce qu'on est en C, en memory unsafe et tout, et qu'on pourrait enlever une grosse partie des problèmes si on faisait la transition. Mais que, comme il dit, ça n'existait pas à l'époque, et que anyway, il y avait déjà 80% de la codebase de fait, donc voilà. Compliqué. Donc une transition qu'on verra peut-être un jour. Peut-être. C'est beau les articles comme ça, c'est humble. De ouf. Non, vraiment super chouette. Après, il faudrait qu'on aille introduire des bugs quelque part pour écrire des articles humbles, mais... Bref, on revient dessus une dernière fois. Promis, après je la sors plus. On a eu des débats sur oui, mais attends, le serialize en fait en PHP quand on trigger un wrapper phare, jusqu'à où ça marche? Ça marche en 8.0, ça ne marche plus en 8.1, ils donnent le commit, ils expliquent que maintenant les métadatas ne sont plus serialized de base, que ça peut encore être vuln si on demande, après avoir loadé un phare, de en plus faire un get metadata, qui elles sont serialisées. Et même alors, on peut demander de whitelister les classes dans une array, dans une liste de classes tolérées pour la déserialisation, et donc, même si on a besoin d'aller piocher les métadatas, donc de s'auto-démitigate la faille, il y a moyen de faire en sorte qu'elle soit quand même hardenée et donc non exploitable, ou exploitable dans de très rares cas. Donc, c'est un vrai step forward pour les modifications de PHP. Donc on peut voir un peu toutes les nouveautés, je sais pas à quel point... Faudrait qu'on regarde un jour, je suis sûr qu'il y a des dingues. Ça doit être une petite pépite ce site. Donc à voir... ça c'est ce qu'on venait d'ouvrir. C'était le dernier, tiens. Les autres c'est ceux qu'on a déjà vus sur DM0 et notre cyberchef. Donc on termine sur cette petite revue de, en effet, jusqu'à 8.0, on peut taper Denserialize, et après, plus avec phare en tout cas. Je repars sur notre petite vue de tête. Bam. Merci une fois de plus à vous deux messieurs d'avoir vous êtes prêtés au jeu et d'avoir expliquer un peu ce que vous aimez, ce que vous cherchiez, vos projets du moment. Merci à toi. Plaisir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Un plaisir. Aussi. Très chaud de vous avoir dans un futur épisode pour faire du JDR. Oui. Je suis tellement pas JDR, vraiment quand on me propose ça, je n'aime pas, mais j'aime tellement la sécu que je vais quand même tenter un truc. J'espère que ça vous plaira. Ma collection de Donjons et Dragons première édition. J'arrive pas à accrocher. En vrai, j'ai essayé, mais juste, j'aimais quand j'étais petit et hyperactif, faut faire des choses, ça bouge. Moi, c'est ma jeunesse, donc chaud patate. Et royal.
Sur ce, merci encore. Passez une bonne fin de soirée, même si on vous laisse 10 minutes avant minuit. Et sur ce, mot de la fin, messieurs. Bonne soirée. Qui fait bien. Bonne soirée. Et la musique qui coupe, puis à ce moment-là. Non, attends, c'est pas du tout la fin que j'avais envisagée. Pif paf pouf. Chap. Et on vous remet, puisqu'il est travaillé et super beau maintenant, le petit fond de fin. Bise. Tchou. Ciao, ciao.